Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ça va bien, merci. Prête? Oui. On va commencer par se présenter. Qui est Oumou? Je suis Oumelka Ougnaré, épouse Samaké. Je suis femme, mère de 3 enfants et juge. Comment est-ce que vous êtes devenue juge? Je suis devenue juge, je dirais, à cause de ma mère, ou grâce à ma mère, parce que ma mère était juge. Euh, j'ai évolué dans le monde de la justice vraiment depuis toute petite. Donc, depuis toute petite, j'assistais à des audiences et je la voyais avec la robe noire. Je me suis toujours dit que j'allais devenir juge comme elle. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une institution. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, depuis l'année dernière, je suis la présidente du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Avant de venir au comité, depuis, je dirais, 2015, je suis un peu dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. Et peut-être avant ça, je luttais, mais sans en avoir conscience, sans savoir exactement ce que c'était que la traite des personnes. Vous avez parlé d'exploitation sexuelle, vous avez parlé de travail forcé. Est-ce qu'il y a d'autres formes de traite que vous voyez au Mali? Oui, il y a l'esclavage par ascendance, qui est, les dernières années, vraiment une des formes les plus violentes qui existent au sud de notre pays, dans une région qui a connu vraiment, je dirais, qui a été médiatisée grâce à des personnes appelées esclaves et qui se sont rebellées, qui ont dit qu'ils ne sont pas esclaves et que l'esclavage a été aboli depuis et qu'ils ne peuvent pas continuer à être, en tout cas, à être maintenus dans cet état d'esclave. Lorsque ceux-ci se sont rebellés dans un village précis, ça a fait comme une traînée de poudre, donc d'autres aussi se sont rebellés dans d'autres villages. Et il y a eu beaucoup de soulèvements de la part des maîtres, qui, voyant leurs intérêts menacés, ont commencé à attaquer ces soi-disant esclaves, à brûler leurs maisons, à brûler leurs vivres, à les frapper, à les violenter et même à les tuer. Parce qu'il y a eu des meurtres, il y a eu des coups et blessures qui ont fini par des infirmités. Et finalement, il y a beaucoup de gens, des centaines et des centaines de familles qui ont été chassées de leur village et qui sont même aujourd'hui dans la capitale parce qu'ils ont peur de représailles, parce qu'ils ont peur de rentrer chez eux. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de douleurs que vous voyez tous les jours en tant que juge, mais aussi en tant que Malienne qui vit dans une société qui est touchée par l'injustice et donc qui doit être en face. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez éteindre ou tourner la face, mais vous le vivez tous les jours. Est-ce qu'il y a quand même des moments, des incidents où vous avez pu avoir un impact qui permet de continuer à vous motiver? Oui, il y a eu quand même, dans toute chose, il y a des points positifs. Et lorsqu'on mène ce combat, on est obligé de se focaliser sur ce qu'on peut faire de bien, parce qu'il y a quand même des choses pour lesquelles on ne peut pas agir de manière directe. Mais il y a certaines choses quand même qu'on peut faire et qui peuvent avoir un impact positif certain. Et je pourrais citer comme exemple des enfants quand même que j'ai eu à sauver des griffes d'un trafiquant, parce qu'ils étaient victimes quand même d'exploitation de leur mendicité. Donc il s'agissait de jeunes garçons et un matin de très bonne heure, juste après la prière du Fajr,
juste après l'appel à la prière du Fajr, lorsque je m'apprêtais à prier, j'ai entendu des cris d'enfants et des gamelles, en tout cas des boîtes métalliques qui s'entrechoquaient. Ça m'a tiqué, je suis allée à la fenêtre. J'ai vu 6 garçons âgés d'environ entre 6 et 12 ans, sous une fine pluie, parce que c'était au mois d'août. Ils partaient, je les ai regardés partir tout seuls. Il faisait pas encore jour, il faisait noir, et je les ai regardés partir. Après, j'ai passé la journée, j'ai pensé à eux, parce que je voyais mes enfants à la maison dormir à 7 heures, tout comme les autres enfants, parce que c'était les grandes vacances scolaires. Et je me disais qu'à 7 heures du jour, tous les enfants devraient être au lit en train de dormir paisiblement. Donc je leur ai posé des questions de savoir pourquoi ils sortent tôt le matin et ils rentrent tard le soir. C'est là qu'ils m'ont expliqué que leurs parents les ont envoyés chez un maître coranique pour qu'ils apprennent le Coran, et que ce dernier les a amenés chez un monsieur qui était au bout de ma rue. Et que c'est ce monsieur qui les envoie mendier. Ils passent la journée à mendier, ils ramènent ce que les personnes de bonne volonté leur donnent à ce monsieur-là. Donc je les ai regardés partir jusqu'à ce qu'ils regagnent le domicile du monsieur, jusqu'à ce que leur corps frêle disparaisse. Et là, j'ai pas dormi de toute la nuit. Je regardais mes enfants, mais j'avais toujours leur visage dans ma tête. Donc j'étais vraiment pressée que le jour se lève pour pouvoir agir. Et c'est là que le matin vers 8 heures, je crois que je n'ai même pas attendu 8 heures, hein. Le matin de bonne heure en tout cas, j'ai appelé Interpol. J'ai parlé avec un agent que je connaissais, et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai donné tous les détails qu'il fallait, toutes les informations. Donc Dieu merci, l'opération a réussi. Ils ont sauvé les enfants, ils les ont emmenés dans un centre d'accueil. Le monsieur a été arrêté, il a été jugé, son dossier a été transféré au tribunal et il a été jugé. Donc le lendemain, je suis allée voir les enfants. Pour une fois, je les voyais propres. Ils avaient des habits propres, ils avaient des chaussures et ils riaient, ils s'amusaient. Ils jouaient au foot ce jour-là. Et j'étais vraiment contente qu'ils soient dans un environnement sûr et que ce monsieur soit vraiment loin d'eux. Donc j'ai suivi le dossier au niveau du tribunal. Et mon choc, j'ai eu un choc terrible lorsque j'ai appris le verdict, la décision du juge qui a été de condamner le monsieur, le trafiquant, mais il a été condamné avec sursis. Et là, ce jour, j'avais honte de moi. Et je me suis dit que peut-être que je peux faire plus en étant dans une autre position. Peut-être que je peux faire plus. Et pour moi, c'était devenu une question de survie, même pour mon pays. Et il fallait que je fasse quelque chose au niveau de mes collègues, au niveau des autorités, pour qu'ils prennent conscience du danger qui nous guette, pour qu'ils prennent conscience de la situation, pour qu'ils prennent conscience de ces pratiques néfastes et qu'on agisse. Parce que pour moi, ces enfants constituent c'est l'avenir de notre pays. Et leur place, c'est pas dans la rue. Et là, je me suis dit que il est temps que on agisse, il est temps qu'on fasse comprendre aux gens que l'avenir de notre pays dépend de ces enfants, dépend de cette jeunesse qui doit grandir dans un environnement sûr et sain pour pouvoir s'épanouir et
devenir des adultes responsables. Donc, dans tout ça, je me suis dit, bon, quand même, j'ai pu les sauver de ce trafiquant. Ils ont retrouvé leurs parents. J'ai pu les suivre un peu, ils ont commencé à aller à l'école. Mais il y a toujours un peu cette blessure qui est là. Un goût amer qui reste. Un goût amer qui reste. Et ce combat, je pense qu'il faut que je le partage, il faut que les gens comprennent les enjeux, parce que c'est des enjeux énormes. Je pense que personne d'autre ne va venir faire développer notre pays à notre place. Nous avons la chance d'avoir fréquenté l'école, d'avoir des diplômes, mais nous ne constituons qu'une goutte d'eau dans la mer. Donc c'est à nous de nous assurer que les enfants, quelles que soient leurs conditions sociales, puissent quand même profiter d'abord de leur enfance, s'épanouir et devenir des responsables de demain pour que notre pays puisse vraiment avoir, en tout cas, connaître un développement certain. Donc, je suis quand même contente d'avoir pu aider ces enfants à sortir de ce cycle, parce que je suis sûre que s'ils étaient restés avec ce monsieur, c'était vraiment le chemin sûr vers la délinquance. Merci. Je pense que vous l'avez déjà, on le ressent dans tout ce que vous dites, mais j'aimerais juste poser la question encore une fois. Vous êtes au service de quoi? Au service de la justice, au service du bien-être, au service de l'être humain, tout court. Merci.